Le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir commencer et déclarer ouverte cette 32e séance du Conseil municipal, 32e séance de notre mandature. Je vais vous proposer de désigner un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, c'est toujours le même, Arnaud Charpentier. Et j'ai reçu, donc vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Bien. Et j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de M. Dominique Bonin, qui nous rejoindra un peu plus tard pour Pierre-Guy Perrier, de Fabienne Parpaillon pour Mme Michèle Simonet, de Mme Géraldine Libessart pour Mme Marie-Paul Coirier, de Mlle Tiffany Labarsouk, j'ai bien dit, pour Corinne Thieburs, et de M. Hervé Devoix pour Mme Laurence Sureau. Nous avons un procès verbal de séance, celui du 14 avril 2007, à approuver. Y a-t-il des remarques? Non, donc il est approuvé. Et nous allons pouvoir donc commencer, si vous le voulez bien, par la première proposition de délibération. Pupitre patrimonial autour de Georges Clémenceau, demande de subvention auprès du conseil départemental de la Vendée. Ces deux premières délibérations vont faire partie d'un projet qui a été à l'initiative du département, mais qui demande aux communes de le porter tout simplement pour pouvoir avoir plus de subventions qu'elles-mêmes ne pouvaient pas porter. Il s'agit de faire un cheminement qui est bien sûr d'origine à visée touristique sur les lieux en Vendée où Clémenceau a marqué d'une manière ou d'une autre sa présence donc en Vendée. Alors ceci sous forme de pupitres. Ce sont des pupitres qui sont installés donc à certains endroits. Sur lequel, bien sûr, il y a l'explication de son déplacement. Et du coup, il y a des cheminements qui sont proposés par Internet ou par les offices de tourisme sur les différentes villes. Il y en a de mémoire 19 en Vendée, c'est cela, 19 en Vendée, donc qui ont des lieux particuliers. Alors chez nous, ce sera le château d'eau, puisque je vous rappelle qu'en fait, ce château d'eau a été fait à l'initiative donc de Clémenceau pour alimenter en eau la caserne qui devait accueillir le premier dragon, lequel est resté une semaine à Luçon et ensuite est parti à la guerre pour ne jamais revenir à Luçon. Bien sûr, il est revenu, mais pas à Luçon. Et malgré tout, alors non, il y a uniquement le château d'eau donc qui sera mis en avant. Alors bon, je pourrais laisser à votre disposition, si vous voulez, les textes qui seront mis donc sur ce pupitre. Voilà, donc il y a 3 participants en fait. Il y a le conseil départemental. Il y a la ville de Luçon et on peut demander donc une subvention donc à la dotation de soutien d'investissement donc local au FSIL. Et donc les deux premières délibérations sont pour demander donc ces subventions. Donc la première, demander les subventions donc auprès du conseil départemental de la Vendée qui pourrait mettre 636 €. Le FSIL, on va y venir, donc pourrait mettre 1060 € et nous 424 €, ce qui fait un total donc de 2120 €. Et ce qui vous est demandé, c'est de m'autoriser à solliciter cette subvention pour concourir au financement de l'installation du pupitre Georges Clémenceau. Avez-vous des questions, des remarques ou des interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Des contre, des abstentions, donc qui est pour? Donc à l'unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération, donc c'est la même, mais cette fois-ci c'est pour demander la subvention à la dotation de soutien donc de l'investissement local, le FSIL, donc avec les mêmes montants, mais cette fois-ci donc on demanderait 1060 €. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Troisième délibération, là il s'agit donc de demande de subvention
pour la vidéosurveillance. Donc je vous rappelle que cette vidéosurveillance est quelque chose qui est aujourd'hui prôné en particulier donc, par les autorités de sécurité donc, sur notre territoire. Pour mettre donc des vidéosurveillances qui seront en particulier et au départ installées donc sur des lieux qui sont des lieux de passage quasi obligatoires, donc de bandes qui se déplacent à l'intérieur donc du territoire. C'est en particulier donc si vous voulez ces bandes qui vont faire un casse dans un endroit bien précis et qui ensuite repartent très vite assez loin. Et ça permet donc de localiser en particulier donc sur ces lieux de passage des véhicules qui sont des véhicules suspects avec et bien sûr quand on recoupe sur plusieurs endroits où il y a eu des exactions donc ces véhicules, eh bien on les retrouve plus facilement. C'est une des applications donc que l'on peut avoir avec ces vidéosurveillances et sur lesquelles bien sûr on donnera une priorité. Après, bien sûr, il y aura des lieux donc, qui sont des lieux particuliers dans la ville. Mais au départ, ce sera surtout donc, ces lieux-là qui seront mis en avant. On avait inscrit au budget donc 30 000 €, mais on peut demander donc des subventions. Et donc, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances, eh bien, je vous propose de solliciter la subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, pour aider au financement donc, de projets de vidéosurveillance donc, sur la ville de Luçon. Des remarques ou des questions? Oui, monsieur Nolot? Nous l'avions déjà dit un peu plus tôt, on n'a pas plus de dossiers sur cette vidéosurveillance. Donc la demande de subvention, effectivement, nous, on est plutôt pour demander des subventions. On a plus de questions sur la vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a déjà les voisins vigilants. On va avoir une vidéosurveillance avec qui, comment et où la question se pose. Et effectivement, si c'est pour faire acte d'incivilité et que l'incivilité baisse, effectivement, on sera pour. S'il y a une personne derrière la caméra qui pose souci sur la vie privée des gens, en particulier s'il n'y a personne derrière, à quoi va servir cette vidéosurveillance? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, ce sont des bandes qui sont des bandes donc, enregistrées, qui s'effacent automatiquement au bout de 48 heures, hein, et donc qui permettent l'intervention de personnes qui sont tenues au secret professionnel, en particulier donc gendarmerie ou police, hein, donc des personnes assermentées, et qui interviennent donc dans des cas qui sont des cas précis. Comme par exemple si jamais il y a eu justement un phénomène qui est un phénomène qui est répréhensible par la loi dans le périmètre de ces caméras, ou bien alors comme je vous le disais la recherche de bandes qui se déplacent avec des impacts sur le territoire, hein. Imaginez par exemple qu'on ait des cambriolages qui aient lieu tel jour en même temps à Fontenay-le-Comte, à Luçon et à La Roche-sur-Yon. Bien entendu, sur ces lieux de passage qui sont des lieux de passage obligatoires, la gendarmerie demandera à visionner pour voir si jamais il n'y a pas les mêmes véhicules qui passent dans les trois endroits pour pouvoir les repérer. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui est assez classique là-dessus. Il n'y a bien sûr aucune possibilité d'intervention de qui que ce soit qui ne soit pas habilité sur ces enregistrements. Vous n'avez pas d'écran en tant que tel. Hein, vous avez un enregistrement. Alors, il peut y avoir un écran de contrôle, mais c'est un écran qui est éteint et qui est de toute façon dans des lieux qui sont les lieux de la police municipale. Hein, donc qui sont à l'abri. Il n'y a pas de risque d'avoir des atteintes à la vie privée. D'ailleurs, pour pouvoir mettre ces vidéosurveillances sur le domaine public, on doit remplir un cahier des charges qui est un cahier des charges qui est strict et justement qui veille bien au respect de l'individu, ce qui est logique. Au-delà de ça, nous, on a toujours souhaité qu'il y ait plus de patrouilles, plus de patrouilles nationales. C'est un problème national pour la gendarmerie, pour la police municipale. On va peut-être faire un effort, effectivement. On en a remis, hein, on en met, hein, ils patrouillent plus qu'ils nous ont patrouillé. Au-delà de ça, on fait déjà de la télémédecine aujourd'hui pour la santé. Il ne faudrait pas que la télésurveillance ou la surveillance, la vidéosurveillance vienne remplacer des équipes de gendarmerie ou de police municipale. Non, c'est pas du tout le but. Hein. C'est pas du tout le but. C'est des informations supplémentaires par rapport à ce que l'on avait. C'est un outil supplémentaire, hein, de manière à pouvoir cerner. On a ciblé des lieux précis. On pense à tout ce qui se passe à la
effectivement d'avoir un suivi, parce qu'il y aura certainement possibilité de dégradation, et on dirait qu'il y a des gens qui sont concernés aussi. Mais au-delà de ça, voilà, on ne peut pas remplacer éternellement de l'humain par la nouvelle technologie. Ça peut être qu'un appui, et il faut bien dire aux gens qu'il n'y aura personne derrière ces écrans, et que ce qui s'est passé l'autre jour avec le fait divers de personne qui s'est fait monter un pistolet sur la tempe, personne ne viendra le courir après, parce qu'il n'y aura personne derrière la caméra. Alors, on va être clair. On va être clair, hein, c'est pas Big Brother. Hein. Vous imaginez un petit peu le coût que pourrait avoir en fonctionnement si jamais on avait quelqu'un 24 heures sur 24 derrière les écrans. On n'est pas d'une taille de collectivité qui nous le permet. Quand vous avez ça à Nice, à Marseille, à Paris, on peut le comprendre parce qu'ils ont la puissance financière pour pouvoir mettre ce genre de choses-là en place. Pour nous, c'est impossible. Je rappelle qu'un emploi, c'est 20-25 000 euros par an. Et encore, là, s'il y avait quelqu'un 24 heures sur 24, c'est des surveillances de nuit. Je ne vous dis pas ce que ça coûterait. Donc on n'a pas cette possibilité. Il faut bien le préciser aux personnes, et entre autres aux personnes âgées, voilà, c'est pas magique, il n'y a personne derrière. Et c'est pas parce qu'il y a une agression que quelqu'un va arriver dans les 10 minutes. Voilà. Par contre, vous savez, l'avantage de cette chose-là, c'est que, j'allais dire le nombre de malfaisants, on va l'appeler comme ça, hein, pour plagier un auteur de policier célèbre, hein, c'est quand même relativement limité sur le territoire. Donc si jamais ça arrive à un moment ou à un autre, même a posteriori, d'arriver à cerner justement les quelques individus qui seraient désagréables pour les autres sur la ville de Luçon, moi ça ne me dérange pas. Et je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un outil supplémentaire. Hein, mais pas comme ni la panacée, ni voilà. Bon, c'est une manière d'observer qui peut être intéressant. D'ailleurs, regardez un petit peu les vidéosurveillance que vous pouvez avoir dans différents magasins. D'abord, c'est dissuasif. Hein, peut-être pas dans la grande distribution, mais je peux vous dire que dans la pharmacie, c'est dissuasif. et deuxième point, ça permet réellement donc de cerner donc des actes qui seraient des actes de malveillance. Alors bien sûr, à l'endroit où il y a la caméra. Hein, mais après, vous savez, il y a différentes... Ça, ce sera possible. Je pense que on l'aura puisque bon, on est en train de relancer le FIPD, la prévention de la délinquance. Hein. Donc on est en train de le relancer et qu'il y aura forcément un bilan, donc qui sera un bilan qui sera fait. D'autres questions ou interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc 22 pour et 5 abstentions. Hop. Nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, des subventions patriotiques. Alors là, rien d'extraordinaire cette année. Ah oui, 23 pour et 5 abstentions. Excusez-moi, je revenais. Donc, vous avez les subventions qu'on donne donc tous les ans aux différentes associations donc patriotiques, hein, dont vous avez la liste et pour lesquelles il y a un total de 490 €. Avez-vous des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 5e délibération immobilière Podelia, garantie de prise pour l'acquisition en VFA de 6 logements situés à Luçon-les-Ormeaux. La parole est à Madame Simonet. Donc il s'agit, comme on a l'habitude de le faire, de garantir un prêt d'un bailleur social. Non mais ça va.
Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 62647 en annexe signé entre Immobilière Podelia, ci-après l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, destiné à financer l'acquisition en VFA. Donc VFA, je rappelle que c'est vente en état futur d'achèvement, de 6 logements situés à Luçon, au lieu-dit Les Ormeaux, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1, la ville de Luçon accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 747 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 62647, constitué de 4 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. Article 2. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Questions, remarques? Monsieur Nolot? Quel type de logement il va y avoir là, sur ces 6-là? Pour l'instant, on n'a pas encore le détail, mais bon, logements sociaux T3, T4. Et le bailleur est d'Angers, enfin de la région d'Angers. C'est pas un bailleur qu'on a l'habitude d'avoir, mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire avec. D'autres interventions? Non, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, donc merci. 6e délibération, lotissement d'habitation Michel Moy. Concession d'aménagement, Vendée Expansion, compte rendu financier février 2017. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le 13 octobre 2011, la commune avait confié à Vendée Expansion la réalisation dans le cadre d'une concession d'aménagement du lotissement d'habitation nommé Michel Moy. Il précise qu'il avait demandé à Vendée Expansion, l'aménageur, d'établir le compte rendu financier des activités, objet de la convention, de définir les perspectives possibles d'évolution et leurs incidences financières. La situation au 24 février 2017 est la suivante. Les travaux d'aménagement ont permis de viabiliser 5892 m². Les ventes des terrains sont, vous les avez devant vous, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrains de vendus. Vous avez le détail. Pour financer cette opération, Vendée Expansion a contracté un emprunt de 800 000 €, remboursable sur 4 ans et dont la dernière échéance est programmée en février 2016. Afin de faire face aux échéances d'emprunt, la commune a accordé une avance de trésorerie de 113 755 € en 2014, 180 000 en 2015 et 180 000 en 2016. La trésorerie de l'opération 24 février présentait un solde débiteur de 189 610 €, dans l'attente du versement par la commune de l'avance de trésorerie au titre de l'exercice 2016. Je rappelle que pour des difficultés de commercialisation, la commune a décidé d'apporter une aide de 40 000 € pour permettre de baisser le prix de vente de 4 lots. Signé le 13 octobre 2011 pour une durée de 6 ans, la concession d'aménagement confiée par la commune à Vendée Expansion arrivera à son terme en octobre 2017. Compte tenu de l'état de commercialisation et de réalisation des travaux, il est proposé de prolonger la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2021, soit à l'issue de la durée de validité de l'arrêté de permis d'aménager. La commission d'urbanisme a donné son accord avec une abstention, la commission des finances également. Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur le
maire a pris connaissance du rapport établi par Vendée Expansion. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le compte-rendu financier qui lui a été présenté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les bilans et plans de financement prévisionnel actualisés par Vendée Expansion sur la base de la balance comptable du 24 février 2017. Approuve la signature d'un avenant à la concession d'aménagement pour la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 et autorise Monsieur le maire à approuver le bilan et le compte-rendu financier de février 2017. Monsieur le maire a signé toute pièce, acte ou mandat se rapportant à ces décisions. Voilà, on a passé ça déjà plusieurs années et là on demande une prolongation puisque le lotissement ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc il est souhaitable de prolonger un petit peu cette concession. Questions ou remarques? Monsieur Delors? De ce dossier de Michel Moy. On avait dit qu'il aurait fallu peut-être taper plus vite et plus tôt dans les 62 et quelques euros, comme il avait été fait sur certains terrains. Devant la difficulté, il y a aussi le fait qu'on était dans une période délicate. Aujourd'hui, ça repart. Malheureusement, ces choses n'évoluent pas assez vite. On a eu la discussion déjà la dernière fois, peut-être d'une évolution de ce lotissement. Type lotissement du cimetière qui s'est fait récemment. Ça paraît bien compliqué. Ce qui est malheureux, c'est que cet argent aujourd'hui n'est pas dans les caisses de la ville. On a avancé quand même 113 000 euros en 2014, 2 fois 115 000 en 2015 et 2016 et 189 000 en 2017. Voilà, cet argent aurait été une bonne occasion de s'en servir. On repousse de 4 ans les chances. Excusez-moi, oui, on fait une avance de trésorerie, mais on n'a pas de problème de trésorerie. Oui. Donc après, j'ai une question d'équilibre budgétaire. Oui, donc le budget est équilibré. On fait une avance de trésorerie. On fait une avance de trésorerie, mais sur une trésorerie qu'on a. Après, ça n'aurait pas donné plus de possibilités à la ville, puisque budgétairement, on n'aurait pas pu inscrire plus que ce que l'on inscrit aujourd'hui. On a une trésorerie qui est saine, Dieu merci, donc ce qui permet de faire cette avance. Donc ça n'empêche en rien de faire quelque chose d'autre à côté. Quand même s'en servir autrement. Non, puisque budgétairement on ne pouvait rien inscrire. Oui, budgétairement, on est bien d'accord. Oui. Hein, d'un point de vue budget, ça n'aurait rien changé. Là où ça change quelque chose, c'est en trésorerie. Or, en trésorerie, aujourd'hui, on ne les a pas. On ne les a pas, mais sauf que ça servirait à quoi? Puisqu'on ne tire pas de ligne de trésorerie. Oui, donc ça ne sert à rien. Donc ça ne change en rien. On repousse de 4 ans cette donc là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si on veut. On vous a mis en garde sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors, si, en garde, monsieur Gachet. Sur le fait aussi d'un mélange, je dirais pas des gens, mais aujourd'hui, on a fait un lotissement où on retrouve du Vendée Habitat, du Vendée Logement. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui d'aller faire construire là-bas, sur des îlots de 4 voire 6 parcelles. Voilà. Et quid de ceux qui ont fait construire récemment voilà. Est-ce que ces gens-là qui sont installés aujourd'hui vont être satisfaits d'avoir un autre programme peut-être derrière voilà. C'est la question que je pose et il faut jouer. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est plus le prix puisqu'on a des terrains à 62 €. C'est pas le prix, hein. C'est l'environnement général. Le fait aussi qu'on soit sur une partie de ville qui est peut-être moins intéressante aujourd'hui sur le développement de la ville. Faut être assez clair là-dessus. Faut qu'on se pose des questions et vous avez maintenant les atouts pour choisir du devenir de ce lotissement. Voilà. Alors, là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de terrains constructibles sur Luçon, du fait de la petitesse, de l'étroitesse de la ville, ne nous laisse pas beaucoup de choix pour mettre des lieux de construction. Donc là, peut-être que celui-là attirerait moins que d'autres endroits sur Luçon, sauf que voilà, aujourd'hui, du fait de Natura 2000, du fait des présences de terres arables qui sont de bonne composition, on n'a plus de lieux où on peut réellement construire donc de l'habitation. Et toutes celles sur lesquelles on a des possibilités, vous les connaissez, c'est des dents creuses plus que de grandes surfaces. Donc voilà, on est malheureusement dans ce cadre-là, mais on essaye donc de l'exploiter un maximum. L'immobilier repart.
Oui, on sait que les années d'élection, c'est pas là qu'il y a les plus d'engouement au redémarrage. Donc j'espère qu'on va avoir une embellie. Alors, quoi qu'il en soit, le bilan qu'on pourra faire sur le nombre de logements construits sur Luçon cette année est bien meilleur que les autres années. C'est-à-dire qu'on commence à ressentir une embellie, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Le phénomène de ce lotissement n'est pas un phénomène qui est unique, hein, malheureusement. C'est-à-dire que les prolongations de ce type d'action sont maintenant, j'allais dire, monnaie courante, hein, du fait justement de la crise de l'immobilier telle que l'on a connue ces dernières années. On verra dimanche prochain si jamais on a quelqu'un qui est susceptible de relancer l'économie en France. Je ne vais pas rentrer sur des pronostics. Mais voilà, donc on peut qu'espérer que les choses se passent bien. Mais sachez que ce n'est pas une exception luçonnaise, hein, c'est malheureusement une exception qui se retrouve dans beaucoup de lieux en Vendée, moins, je vous le reconnais, sur la côte. Hein, mais sur le rétro-littoral, malheureusement, on retrouve cet état de fait. Oui, non, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est au PLU qu'on a aujourd'hui ôté des terrains constructibles. Je pense au Bois-Luneau, où il y avait quand même plus de 500 logements qui devaient s'y faire, sur des terrains entre 500 et 700 mètres carrés. Le PLU, je ne sais plus qui était intervenu en disant qu'on avait trop de terrains constructibles, enfin de terrains constructibles. Alors, c'est dans un autre cadre. Oui, mais il ne faut pas dire qu'on ne peut plus construire sur Luçon et qu'on n'a que des petits terrains. Alors, sur le lotissement Michel Moy, c'était un choix délibéré, et c'est vrai, de réduire le coût du prix du terrain pour faire venir les jeunes familles. Malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Chanay construit et fait des lotissements, de nouveaux lotissements. Saint-Gemme fait des lotissements neufs. Voilà, il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi, même à prix, égal, aujourd'hui, les jeunes familles. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse. Alors, c'est pas à prix égal. Hein. Déjà, on n'est pas à prix égal. Il y a le fait toujours, mais ça, toutes les villes-centres, malheureusement, le subissent, d'une pression fiscale qui est plus importante dans les villes-centres que dans les autres villes. C'est logique, puisque on supporte une grande partie donc des services qui sont des services collectifs et qui sont utilisés par d'autres collectivités qui, elles, ne l'ont pas à payer, hein, dont celle dont vous parlez. C'est une règle qui, malheureusement, que l'on retrouve là encore, pas qu'à Luçon, mais ailleurs. Sur la diminution du nombre d'hectares de constructibilité, c'est pas tout à fait dans ce cadre-là. Je vous rappelle que suite au Grenelle de l'environnement, il a été revu donc le nombre de maisons obligatoires à l'hectare. Hein, donc on construit plus de maisons à l'hectare qu'avant, et donc du coup on a moins de terrains constructibles, et ça de manière à laisser plus de terrain sur des terres arables, hein, et donc laisser à l'agriculture. Ce qui est demandé à la fois par l'agriculture, ce qui est demandé aussi dans le cadre environnemental. Donc c'est pas un phénomène qui est un phénomène de diminution d'attractivité dans un contexte. Un petit peu quand même. Laissez-moi terminer ma phrase. Dans un contexte qui est un contexte normal, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une diminution d'attractivité dans le domaine de la construction en règle générale. Hein, et si jamais vous avez... Alors, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Si vous regardez le nombre de permis de construire qu'on a sur la ville de Luçon et le nombre de permis de construire que vous avez dans les villes dont vous avez parlé, en fait, il n'y a pas de différence. Hein, on fait le même nombre de constructions. Alors, proportionnellement, c'est moins visible. Hein, on se dit que finalement, une ville de 10 000 habitants pourrait peut-être faire plus de construction qu'une ville de 2000. Non, aujourd'hui, les choses se répartissent de telle manière que vous avez le même nombre de constructions dans l'un et dans l'autre. Donc, c'est aussi des changements qui sont des changements d'habitude. Et puis, je vous le dis, hein, il y a cette idée qui est d'ailleurs quelque part juste et fausse, hein, de dire que il y a plus d'impôts ici, donc on va ailleurs. On se rend compte que lorsqu'on a des frais de déplacement, etc., au bout du compte, on est obligé d'acheter une deuxième voiture, on est obligé de consommer de l'essence, on perd les avantages qu'on a, mais c'est un ressenti. Et ça, j'allais dire, c'est un petit peu comme lorsque on parle du commercial et des idées du commercial, en se disant, de toute façon, il y a une demande des gens, il y a une idée reçue des gens, donc ça,
vous pouvez pas vous battre contre des moulins. Hein. C'est quelque chose de très très difficile. Moi, j'ai bon espoir quand même que on ait une économie à un moment ou un autre qui redémarre. Ça existe partout en Europe. Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas en France. Hein, et que dans ce cadre-là, on retrouve la santé qu'on avait de l'avant-crise. Hein, parce que je vous rappelle que là, on avait une vraie dynamique hein, de construction sur Luçon. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein, voilà. Bon. Maintenant, l'avenir nous le dira. Hein, je vous le conseille. Juste quand même pour dire qu'on nous a demandé de réduire, parce que oui. Je suis dans la commission PLU qui n'est toujours pas finie, donc oui. vous pourrez, parce que ça fait quand même depuis 2012, je crois qu'on est dessus. Depuis, oui, alors 2012, il y a un petit problème, c'est qu'on est obligé encore de repousser parce que du fait de la loi NOTRe, vous n'avez plus les mêmes compétences, donc logiquement, c'est la communauté de communes qui doit le reprendre, mais qui n'a pas encore pris, etc. Donc il y a des décisions qui sont des décisions à prendre et qui retardent les dossiers. Et c'est dû à la loi NOTRe. Et juste pour conclure, c'est quand même, on nous a demandé de réduire le nombre de terrains constructibles par rapport à l'évolution de la ville sur les 5 dernières années. On était à -1 et des brouettes, donc ils ont estimé. Alors effectivement, on avait ouvert. Et par rapport à la surface. Oui, on avait ouvert le Bois Luneau à 500 logements. Bon, faut être réaliste. Il y a un moment donné, les 500 logements, même si on était sur une. Non, mais si on était sur une perspective de 2000, c'était combien 2008 ou 2009. Peut-être que c'était réalisable sur la dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est effectivement plus réalisable. Donc on a réduit, mais c'est tout. On est bien d'accord. Ah non, on a réduit pour ces deux raisons. Et je vais dans votre sens, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On aurait eu la dynamique économique qui existait dans notre pays jusqu'en 2009, on n'aurait pas eu de problème. Le problème, c'est que la crise, elle n'est pas de la fête de la municipalité de Luçon, elle est d'une fête nationale et même internationale. Donc il faut regarder là où sont les choses. Et derrière, je vous rappelle quand même qu'il y a eu une pression qui a été une pression relativement forte de la part des personnes associées, en particulier du monde agricole. Et vous entendez ô combien de fois au niveau national des intervenants qui disent que chaque année disparaît la surface d'un département et donc qu'il faut réduire ces surfaces parce que demain il va falloir nourrir tout le monde. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Donc il y avait les deux phénomènes qui étaient intervenus. Je crois que M. Vrignot veut intervenir. Je veux simplement dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. À Luçon, quand vous achetez un terrain, vous avez l'assainissement. Quand vous l'achetez à Saint-Gemme ou ailleurs, l'assainissement est à la charge de l'acheteur. Et à Saint-Gemme, je sais que le maire, j'ai discuté avec le maire l'autre jour, ils vont être rentrés en révision de PLU et ils se posent des questions aussi sur le devenir de la construction sur ces communes. Oui, mais c'est français ça. Donc, voilà. L'argument est peut-être bon, mais l'argument revient à 5 ou 7 euros. Malheureusement, si, aujourd'hui, ça revient un petit peu. Et c'est ce que je vous disais, c'est un faux semblant. C'est un faux semblant. Ouais. Ok. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc 23 pour et 5 abstentions. Je vous remercie. SIDEV, révision des statuts, extension du périmètre. La parole est à M. Gachet. Merci. Donc le SIDEV doit réviser ses statuts pour 3 raisons. Premièrement, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte. C'est la première des raisons. La deuxième, un peu plus bas, la deuxième raison, c'est la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, c'est-à-dire la loi NOTRe. Et la troisième raison, c'est l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui va rejoindre le périmètre du SIDEV. Donc, enfin, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre étant au cœur de la transition énergétique et le SIDEV étant appelé à travailler avec eux de manière croissante dans les années à venir. Il est également proposé de revoir les règles de représentation des adhérents afin d'augmenter la représentativité des EPCI. Le comité syndical du SIDEV, par délibération en date du 17 mars 2017, a approuvé l'adhésion de La Roche-sur-Yon Agglo et a adopté un nouveau projet de statut
dont les principales modifications sont les suivantes. La modification de la liste des adhérents et du nombre de la composition de comités territoriaux de l'énergie pour tenir compte des fusions de communautés, de communes, des créations de communes nouvelles et de l'adhésion de la Roche-sur-Yon. Voilà, c'est les principales choses. Donc, bon, je ne vais pas vous lire tout ce qui est ici, ça n'a pas une importance terrible. Cette révision des statuts serait sans incidence sur la compétence déjà transférée. Les modifications relatives aux comités territoriaux de l'énergie et aux règles de représentation des adhérents n'entreront en vigueur qu'à compter du renouvellement de mandat des conseils municipaux et communautaires élus en 2014, soit en 2020. Les autres modifications entreront en vigueur à compter de la date d'effet de l'arrêté préfectoral qui sera pris à l'issue d'un délai de 3 mois au cours duquel une majorité des adhérents devra avoir approuvé le projet de statut. Bon, je ne vous rappelle pas toutes les autorisations, toutes les voies qui sont ici. Donc là, il est demandé en fin de délibération d'approuver le projet de statut du CIDEF tel que je l'ai annoncé tout à l'heure et de donner son accord à l'adhésion de la Roche-sur-Yon agglo. Remarques ou questions? Non, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. 8e délibération, acquisition de la parcelle cadastrée AC 358 de 635 m². La parole est à Monsieur Gachet. Oui, donc il s'agit d'une petite parcelle qui se trouve auprès du lotissement du cimetière, là-bas qui borde la départementale. Et cette voie cette acquisition d'une largeur de 6 mètres nous permettrait de désenclaver les terrains du cimetière, qu'on appelle du cimetière, qui sont le long de la voie de ferrée. Donc, je ne vais pas vous rappeler non plus tous les... je vais quand même vous dire que la commission d'urbanisme a donné son accord, la commission des finances aussi, et que cette acquisition est à titre gratuit. Donc, il vous est demandé d'intégrer la parcelle cadastrée AC 358 de 635 m², sise le cimetière dans le domaine privé communal en tant que chemin communal, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents liés à ce dossier et tous les actes à recevoir par maître Cédric O'Neill, notaire à Luçon. Bon, donc, on le voit, c'est une petite bande de terre de 6 mètres de large qui nous permettra, comme je disais tout à l'heure, de désenclaver des terrains qui sont au fond. Avant qu'il y ait le lotissement, bon, on pouvait traverser plus facilement. Maintenant, il faut passer par le cimetière pour accéder à nos terrains, donc c'est pas très facile. Et donc, surtout que ça n'engage à rien, puisque ce terrain nous serait rétrocédé gratuitement. Questions, remarques? Je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 9e délibération, assainissement, demande de subvention pour la recherche de micropolluants. La parole est à Monsieur Gachet. Ah oui, c'est qu'elle est derrière. Oui, on fait des économies de papier. Bon. Bon, de toute façon, c'est une délibération que l'on passe régulièrement. Et il est demandé au conseil municipal, après que la commission d'urbanisme et finances ait donné leur accord, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne la subvention au titre du financement des actions de lutte contre la présence de micropolluants dans les eaux usées des stations d'épuration portant sur les frais d'études. Donc c'est une demande de subvention classique. Questions ou remarques? Donc qui est pour? Très bien, personne ne dort. Unanimité. 10e délibération, dissolution de la SA Canaux des 5 AB et Hollandais et transfert du patrimoine vers le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autis. Alors, juste pour votre information, ça nous a été demandé de prendre cette délibération parce que nous en faisons partie par la préfecture, mais on a reçu ce matin l'arrêté de la préfecture comme quoi il avait dissous le... Alors, par principe, nous allons quand même le passer. Bon, on va quand même le passer.
Donc, on rappelle que la commune de Luçon est membre de la société administrative Canaux des 5 abbés et Hollandais. Et donc, vu la délibération en date du 27 mars 2017 de la SA Canaux des 5 abbés et Hollandais prononçant sa dissolution et approuvant le transfert au syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise. Donc voilà, vous avez tous les tenants et les aboutissants qui sont ici. Donc il s'agit tout simplement de transférer ce canal ou ces canaux à Sèvres-Otise. La commission d'urbanisme et des finances ont donné un accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de manière concordante le transfert de la SA Canaux des 5 abbés et Hollandais au syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise en refusant la cession en pleine propriété du patrimoine. Sollicite à l'amiable son transfert direct au syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise sans contrepartie et autorise Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette décision. Donc là, il y a une question aussi de subvention. Je pense que Francis, qui est président du syndicat, peut peut-être l'expliquer encore mieux que moi. Pour bénéficier des subventions, il faut que ce soit le syndicat mixte qui soit porteur de projet. C'est pour ça que l'association syndicale des 5 abbés hollandais a été dissoute au profit du syndicat mixte bassin Sèvres-Otise. Voilà, c'est tout. Des remarques ou des questions? Donc, pour qu'il y ait des subventions, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, qui est pour? Unanimité, heureusement, parce que sinon, il aurait fallu porter plainte contre l'arrêté préfectoral. Nous allons passer maintenant aux subventions scolaires pour l'année 2017. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande des associations et vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 20 mars 2017 et de la Commission des finances le 18 avril 2017, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2017. Donc vous avez le détail qui est à peu près semblable aux années précédentes. Avez-vous des questions particulières sur une de ces subventions? Toujours la même. Toujours la même tous les ans. Où en étant sur le calcul général, est-ce qu'on en est sorti, il en est sorti quelque chose ou bon. Il en est sorti quelque chose, oui, puisqu'ils avaient renvoyé, l'association des maires avait renvoyé un document, mais qui datait de quelques années, puisque en fin de compte, ils n'avaient pas eu de retour sur les dernières années où ça avait été demandé. On était toujours sur cette même base de calcul. Il n'y avait rien de nouveau par rapport à ça. Je reposerai en 2018 et 2019. Voilà. On enregistre la réponse. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 12e délibération, subvention aux associations à vocation sociale pour l'année 2017. La parole est à Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, enfin bon, c'est la même chose, la Commission des affaires sociales du 22 mars 2017, l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes. Donc il n'y a pas tellement de changements par rapport à l'année précédente, si ce n'est que il n'y a pas cette fois-ci le CLIC, puisque ce sera au niveau de la communauté de communes. Sinon, ça reste les mêmes subventions. Y a-t-il des remarques, des questions? D'accord. Oui, non, là, ça sera plus général. On a parlé déjà au DOB et puis au vote du budget. On avait dit qu'effectivement, cette année, alors je ne parle pas spécialement que des subventions à vocation sociale, mais aussi sportive. On avait dit que vu qu'il n'y avait plus les 10% cette année, qu'il y avait eu l'effort quand même 2 ans de suite, ou 2 ans, qu'on aurait peut-être pu aider des associations qui auraient été un peu plus en difficulté. Voilà. Alors lesquelles, par exemple? Non, vous avez des exemples? Je parle en général. Il y a pas, voilà. Il y a peut-être des associations qui auraient pu demander un peu plus au niveau sportif ou qui ont des employés aussi.
mais celle-là, je pense qu'on les aide déjà. Au-delà de ça, on aurait pu faire un coup de pouce, voilà, pour leur montrer qu'ils avaient fait l'effort, on pouvait les remercier. Je sais qu'il y a une autre association qui l'a faite, et je pense que vous reviendrez là-dessus, mais on aurait pu donner un coup de pouce et un signal en disant merci et on peut vous aider aussi dans l'autre sens. Voilà, c'est tout. Alors je vous rappelle que la diminution globale des subventions va couvrir à peine la diminution des dotations de l'État, donc ça ne nous donne pas plus de moyens. Et derrière, si jamais on a fait des diminutions de 10% 2 années de suite, c'est pas par plaisir, hein. C'est parce que on avait un peu l'obligation de le faire pour pouvoir bien équilibrer donc le budget et pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc on serait revenu en arrière. Je pense qu'il y aurait pu avoir une incompréhension de la part d'un certain nombre d'associations. Donc voilà. C'est en effet deux visions un petit peu différentes. Pour en revenir sur la différence sur le clic, en fait, c'est pas une économie. La communauté de communes va le prendre, mais il va y avoir une collecte derrière. Hein, donc on va le reverser à la communauté de communes. Donc ça revient au même. Je le précise quand même. Voilà. D'autres interventions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, qui est pour? D'accord, donc unanimité, sauf pour les prenant pas part au vote. Ok. Subvention aux associations à vocation sportive et de loisirs pour l'année 2017. La parole est à Monsieur Edouard. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les demandes des associations, vu l'avis favorable de la Commission des sports du 12 avril 2017, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu exposer de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour l'année 2017. Donc là, vous avez toute la liste donc, des associations sportives, à la fois compétition et loisirs. Donc le montant est de 65 890, le total. Bon, il me faudrait, je crois, un petit quart d'heure pour essayer de donner toutes les précisions. Simplement, on notera qu'il y a une nouvelle association de billard, hein, donc le Deep Pool Billard. Voilà, il y a un club à Luçon maintenant qui évolue. Pour répondre à M. Nolot, c'est vrai que dans le domaine du sport, globalement, avec le retrait de nos deux clubs donc, au niveau national, il y a un effort qui a été fait sur certains clubs. Voilà. Alors c'est surtout au niveau, en tout cas, du matériel et aussi par rapport aux demandes de manifestation. Voilà. Après, on sait qu'il y a un club qui est en difficulté, le club de gym, pour lequel il a été fait un effort. Après, si j'ai devant. Donc voilà, hein, globalement, l'enveloppe est supérieure, légèrement supérieure à l'année dernière, en sachant que donc, ça représente quand même pas mal d'associations. J'en profite quand même pour effectivement féliciter et remercier, on va dire, la plupart des associations sportives qui, malgré la baisse depuis 2 ans, ont réussi à gérer. Et globalement, à part, je dirais plus des problèmes de gestion pour certains clubs, s'en sortent bien et sont très compréhensifs de la situation. Voilà, donc s'il y a des questions, je pense qu'on a discuté on a fait 2-3 réunions de préparation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Juste, voilà, faut rappeler aux gens qu'on était sur le sport en niveau à 145 000 € à l'année pour le foot et à 75 000 pour le basket. Aujourd'hui, on passe à 35 et 15 000. Donc effectivement, il y a une grosse baisse de subventions sur le sport en niveau. Et s'il y a un rééquilibrage ou voilà, une aide sur des associations qui en avaient besoin, je ne pense pas qu'on ait assez montant là, loin de là. Donc effectivement, on a pu ou on aurait pu faire l'effort, ce qui a été le cas. Oui. Oui, après, non, sauf qu'on a 210 000 € de baisse de dotation de l'État. Hein. Donc c'est facile de le dire, mais après il faut pouvoir l'appliquer. Non mais il ne faut pas dire ça comme ça, parce que oui, ça veut dire bon le foot et le basket sont tombés, tant mieux, parce que ça nous compense. Non, c'est pas. C'est quand même mal. C'est pas ça. Mais on va être très clair. D'ailleurs j'en ai parlé avec les responsables tant du basket que du foot. Les villes de la taille de Luçon, le niveau national c'est terminé. On ne pourra plus.
hein, et il y a un moment ou un autre, regardez, je reprends cette chose qui est arrivée. Regardez un petit peu ce qui s'est passé au Mans, par exemple. Pourtant, le Mans, c'est une ville qui est d'une autre taille, hein, et qui à un moment... Il y a toujours des contre-exemples. Je vous donne Guingamp qui a 8500 habitants. Pardon ? Non, mais Guingamp, alors attendez, Guingamp, il a un gros sponsor, donc, et il le fait grâce à ça. C'est pas un gros sponsor, c'est qu'il a une très grosse zone industrielle. Oui, oui. Oui, mais enfin, qui permet de sponsoriser. Il y a le président aussi de la fédération. Et puis derrière, vous avez la plupart des villes qui aujourd'hui sont en train, sauf les très grandes agglomérations, sauf à passer aussi par des groupements qui sont des groupements non pas des villes, mais d'intercommunalité ou d'agglomération, qu'on arrive à maintenir ce sport de haut niveau. Moi, ce que enfin, dans les petites communes, moi, là où je hurle quand même, c'est les obligations qui sont données par les fédérations nationales pour arriver à certains niveaux. C'est dément. Ces gens n'ont pas l'idée et la responsabilité que l'on doit avoir pour demander aux collectivités de les suivre. Ça, le véritable problème, il se trouve là. Hein. C'est ce qu'on appelle l'élitisme, tout simplement. Si vous voulez. Quand on force à avoir un certain niveau, on écrème par le haut et pas on écrème par le bas, pardon. On regardait que le haut. Quand vous avez des clubs comme Strasbourg qui étaient au même niveau que le foot, par exemple, voilà, on se base sur le... On est dans des trucs de fou, quoi. Je veux dire, au niveau, à deux niveaux, voilà, exactement. Ouais, mais il ne faut pas dire que c'est plus possible, ça n'existera plus jamais. Alors peut-être au niveau des subventions, c'est de ne plus faire rêver les enfants, c'est de ne plus faire rêver les pratiquants. Non, mais je pense qu'il faut être objectif. Que dans le territoire, il y a beaucoup moins de jeunes qu'il y a eu, les clubs se regroupent et se regroupent et se regroupent. Au final, on va arriver à avoir un club seulement dans le sud Vendée. Voilà. Si, c'est compliqué. Je vous donne les Rouges, je vous donne Grue. Il y avait des terrains de foot à l'époque, il y avait des salles de sport. Enfin, les salles de sport sont moins occupées. La Tranche, il y avait une salle de sport, il n'y a plus rien dedans. Faut faire attention. Voilà. Faut pas dire ce n'est plus possible. On dira. Non. Le faire autrement. Attendez, j'ai pas dit que c'était plus possible de faire du sport localement. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, avoir des équipes de haut niveau dans des villes de notre taille, sauf à ce que la communauté de communes se mette demain à le faire, mais il faudra d'abord qu'elle améliore ses finances, je ne vois pas comment on pourra le faire, du fait justement des obligations qui nous sont données. Je rappelle quand même cette chose au moment où le football club de Luçon était au niveau national, qu'on avait l'histoire des éclairages sur lesquels il fallait mettre des sommes qui étaient assez confondantes, qui étaient de l'ordre de 150 à 200 000 euros. Pourquoi ? Pour avoir éventuellement la télévision qui pouvait venir faire un film. Enfin bon, on est dans quelque chose de dément. Comment est-ce qu'on peut demander à des collectivités de mettre 200 000 euros sur une éventualité qui était quand même relativement faible? Donc non, il y a des moments où on frise la démence, quoi. Je veux dire, là, c'est plus possible. Et c'est de point de vue-là que je veux dire tout simplement que des collectivités de la taille de Luçon, du fait des efforts et des baisses que ne connaissent toutes les communes sur leurs ressources, je ne vois pas comment demain des villes de notre taille pourront seules arriver à assumer des clubs de niveau nationaux. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêchera pas qu'on assumera, par contre, des clubs à d'autres niveaux. Et là, je vous rejoins, c'est peut-être parce que justement, on n'aura pas des obligations sur des clubs qui sont de niveaux nationaux, qu'on arrivera, et je pense qu'on aura en parlé très prochainement sur la ville de Luçon, qu'on aura peut-être la possibilité, pour des clubs qui ont des véritables projets, mais plus restreint par rapport aux classifications, eh bien, de pouvoir faire un effort, oui. De ce point de vue-là, on est bien d'accord. On était arrivé à un haut niveau, à la limite, enfin, c'était même professionnel ou semi-professionnel. Oui, aujourd'hui, si on prend de la CFA2 du National 3 qui va arriver, ou on prend de la National 3 au basket, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Et ils ont bien compris qu'il fallait reformuler un peu ces groupes-là, et ça va être de l'interrégion plus que du national. Voilà, faut pas dire que c'est pas possible. Non, j'ai parlé du national. Hein. J'ai parlé du national. Ça reste du national. Mais au niveau national. Oui, voilà. Au niveau national. On joue sur les mots, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, la ville de Luçon a une telle histoire au niveau du sport. Voilà, dire qu'il n'y aura plus de sport de haut niveau à Luçon. Non, j'ai dit de sport de haut niveau national, attention. Ça veut dire, comme on les a connus. Dans les années 60, Luçon au foot était en national. Dans les années 80, le basket était en national.
bon, effectivement, on n'était pas sur les mêmes... On était dans les 30 glorieuses. Hein, on était dans les 30 glorieuses, qui est malheureusement un temps terminé. Ça serait quand même malheureux que Luçon... Non, mais ça serait malheureux que Luçon, ville phare du Sud Vendée, qui a une emprise de sport avec... je suis d'accord avec vous, là. Bah, je l'ai toujours dit, hein. Je l'ai toujours dit. Loïc, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la priorité doit être donnée aux jeunes, quoi. C'est vrai qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on voit qu'au niveau du nombre de licenciés, il y a plus de 60% qui viennent de l'extérieur de Luçon, s'il y a effectivement à un moment donné la possibilité pour un club d'évoluer au niveau national, la ville de Luçon ne pourra pas, à elle seule, je dirais, subvenir aux besoins. Il faudra l'aide du territoire. On est bien d'accord, il faudra les territoires, comme a dit monsieur le maire. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on sait très bien qu'il peut y avoir la volonté, il peut y avoir les moyens, mais c'est pas pour ça qu'il y a les résultats. Et c'est en ça où c'est un petit peu compliqué dans le sport, c'est que finalement, je veux dire, c'est la palisse, mais c'est à la fin du championnat qu'on voit si l'équipe peut évoluer au niveau supérieur ou pas, si elle a les moyens ou pas, et c'est en ça, on sera aujourd'hui, je pense, beaucoup plus vigilant qu'on l'aura été parce que c'est compliqué. Et aujourd'hui, on le voit bien au niveau national dans les sports collectifs, seules les villes, les grosses villes, sortent leur épingle du jeu parce que elles ont les moyens, elles ont surtout l'équipement, parce que c'est ça qui est important. Voilà, c'est vrai qu'avant, on avait dans des grosses villes soit du foot, soit du basket, soit aujourd'hui, on a certaines villes qui sont aussi bien qu'un club de haut niveau, que ce soit rugby, foot, voire basket, voilà. Alors qu'il y a des années, c'était peu probable, quoi. Mais parce que ce sont aussi des équipes qui, finalement, ont surtout l'équipement à ce niveau-là, et ce sont des jeunes du territoire, ou en tout cas des athlètes du territoire qui viennent, quoi. Aujourd'hui, voilà. on accompagne à un plus faible niveau, et ça correspond très bien au niveau actuel du foot et du basket. Je pense aussi où on accompagne ces clubs-là sur des projets en intégrant jeunes, avec l'espoir d'intégrer ces jeunes en équipe première et pouvoir jouer avec ces jeunes-là le plus haut possible, parce que c'est le but aussi de garder les jeunes du pays dans ces clubs-là. Sinon, ils vont partir tous à La Roche, Fontenay ou ailleurs. Le but, c'est de les accompagner avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas dire à ces jeunes-là, t'inquiète, tu vas jouer au plus haut niveau régional et puis tu iras voir ailleurs, c'est pas la peine. Il ne faut pas accompagner les clubs dans ce cas-là. Si c'est juste pour faire du sport loisir, je dirais, il faut même réduire de moitié. Oui, alors, on n'avait quand même pas beaucoup de Luçonnais dans les... Justement. On n'en avait pas beaucoup, mais je veux dire... Par contre, je peux vous trouver plein de Luçonnais qui sont partis partout autour, dans tous les sports. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas laissé la place. Et les projets aujourd'hui avec les équipes dirigeantes, basket, foot et même hand, aujourd'hui, ils vont faire la place, veulent faire, en tout cas... Oui, alors ceux qui sont partis à l'extérieur, c'était dans des clubs où là, du coup, on n'avait pas la possibilité d'avoir donc les niveaux, parce qu'on ne peut pas avoir le haut niveau dans tous les domaines. Alors, il y a aussi une évolution des choses qui aujourd'hui se sent, quand on en discute avec les responsables des clubs qui vraiment se ressent à tous les niveaux, c'est que autrefois ça se passait comment? Quand je dis autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 années. Comment ça se passait? Tout simplement, bien sûr, il fallait viser le plus haut possible. Les collectivités étaient suivistes dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez une équipe qui montait... C'était même une compétition entre collectivités. Oui, non, mais alors, même sur d'autres niveaux, mais qui était assez suiviste. C'est-à-dire que quand vous aviez une équipe qui était une équipe qui passait en départemental, en régional, puis ensuite en national, que faisaient les villes derrière? Elles étaient mises devant le fait accompli et elles payaient. Aujourd'hui, cette capacité à pouvoir dégager donc des financements d'une manière impromptue est derrière nous. Il faut le regarder. Et aujourd'hui, on a des présidents de clubs qui viennent vers nous en disant notre objectif, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut être partenaire financièrement pour arriver à ce niveau-là? L'état d'esprit est complètement différent. Et moi, je pense que là, du coup, ça va aller dans un sens qui est très positif. Parce que imaginez que on est un président de club qui nous dise, voilà, on a l'équipe, on sent qu'on peut monter à tel niveau, etc. Est-ce que la ville peut pas? La ville peut pas. Est-ce que la communauté de communes peut? On va discuter, mais a priori, pas a posteriori. Et là, je pense qu'on a des ouvertures, en effet, sur un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement différent. Qu'on m'entende bien, je ne jette la pierre à personne, je dis tout simplement qu'il y a une évolution des mentalités face à une réalité de terrain qui aujourd'hui se fait jour. C'est vrai, on aurait été dans les années 80, c'était open bar. Dans le domaine du sport, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais on n'était pas sur la même rémunération des pratiquants non plus. Non plus. Bien, je ne sais pas si... Oui.
D'accord. On est sur le sport. Je veux bien croire, et je parle en présence du président du comité des fêtes, que c'est de temps en temps du sport, mais donc ce sera la prochaine délibération. Pour l'attelage, d'accord? Pour la plongée, d'accord. On peut y aller. Donc, sur cette délibération, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Très bien. Donc, à l'unanimité, en dehors de ces exceptions de prise au vote, je vous en remercie. Et maintenant, on va passer à la subvention et à la convention avec l'association Luçon Football Club. Monsieur Edouard. Oui, donc le montant de la subvention du club de Luçon Football Club dépassant les 23 000 euros. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, donc accorde une subvention complémentaire donc d'un montant de 20 000 euros à l'association Luçon Football Club, approuve les termes de la convention avec l'association Luçon Football Club et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention. C'est une convention du fait du dépassement donc, de la subvention pour un montant de 23 000 euros. Je pense que tout le monde a lu la convention. Attentivement. Des remarques ou des questions? Non, donc je soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Tac. Alors, 15e délibération sur les subventions culturelles et urbaines que je vais traiter, Madame Parpaillon étant absente aujourd'hui. Donc, vous avez donc la liste au tableau donc, qui est affiché. Pas de grandes modifications par rapport aux autres années, si ce n'est au niveau du comité des fêtes, puisqu'on en a parlé donc tout de suite. Vous savez que le comité des fêtes avait un souci de recouvrement donc du festival celtique qui cette année donc est terminé, et donc a accepté donc d'avoir cette diminution par rapport aux subventions qu'elle avait donc ces dernières années. Et autrement, on reste à peu près dans ce qui se faisait donc les autres années. Avez-vous des questions ou des remarques sur ces différentes subventions? Juste une, a priori, il avait été donné... Madame Parpaillon n'est pas là, alors je ne sais pas si... Oui, essayez, je vais essayer de vous répondre. Le Bagat de Vendée avait demandé 1 500 euros, qui avait été accordé en commission a priori, il n'est plus sur la liste. Voilà, donc s'il y avait une explication... Le Bagat de Vendée, j'ai pas vu, enfin personnellement moi j'ai pas vu de dossier arriver. Si, on a vu le dossier. C'est pour ça on est... Bon, écoutez, on va revérifier, mais ouais. Pour moi il n'y a pas eu de demande cette année d'arriver. En commission a priori. Si. En commission? Oui. Ah, on aurait fait un oubli. Bon, on va le vérifier. Habituellement on donnait, donc... On va le vérifier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu de... On va vérifier. Merci de cette remarque. Alors donc pour les autres associations, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Voilà, donc unanimité. D'accord. Donc 2 personnes ne prenant pas part au vote pour le comité des fêtes. Rénovation du jardin du Maine, demande de subvention. Donc vous savez qu'il y a en particulier donc, le kiosque et la fontaine qu'on aimerait bien rénover. Cette délibération, c'est tout simplement pour m'autoriser à demander toutes les subventions possibles, que ce soit au niveau du Conseil régional des Pays de la Loire, et dans tous les domaines où on pourrait le demander. Donc on va monter un dossier donc, dans ce sens-là, si vous en êtes d'accord. Des questions ou des remarques, Monsieur Nolot? Oui.
Pour nous, ça sera un très grand oui, parce que quand on passe devant le kiosque, malheureusement, je pense qu'il y a urgence et grosse urgence, parce que voilà, ça devient quand même très limite aujourd'hui. Le bois est pourri, voilà, c'est rouillé de chez rouillé. Et à un moment donné, on va le ramasser par terre au point de vente. Ce qui est dommageable, c'est quand même l'image de la ville, et je dirais c'est le nombre de fois qu'a été représenté le kiosque sur les affiches de la ville ou même sur les prospectus. Ce serait dommage de le laisser tomber. Alors pourquoi on n'intervient pas dessus? 120 000 euros. 120 000 euros. Ouais. Voilà, vous avez la réponse. Voilà. Qu'est-ce qui fait que 120 000 euros, ça paraît énorme quand même. Ah non, mais c'est qu'il faut... il y a le zinc, la fonte, etc. Il y a un tas de choses. Et c'est un gros travail. Mais là, voilà, c'est quand même l'image de la ville. Et effectivement aussi la fontaine, puisque toutes les photos qu'on voit partout, c'est c'est le jardin humain, fontaine, kiosque. Ça serait quand même dommageable qu'à un moment donné, on le ramasse par terre. Ou alors on va chercher celui de la Roche en attendant. On est bien d'accord. On est bien celui d'accord. de Fontenay qui sert pas souvent. Et je suis heureux d'enregistrer un très gros oui. Donc, y en a-t-il dans la majorité du coup qui serait contre ou qui s'abstiendrait? Donc je pense qu'on peut le mettre à l'unanimité. Redevance pour le marché de Noël. Donc là, il s'agit de fixer les redevances d'occupation du domaine public pour le marché de Noël, que je vous propose à 70 € pour 3 mètres de façade. Alors, on est de loin les moins chers, sachant que le marché de Noël est aujourd'hui sur Luçon une activité d'hiver qui est une activité qui est attendue. Et je salue encore le travail du comité des fêtes dans l'accompagnement et l'organisation de cette activité ô combien attendue et appréciée des Luçonnais. Avez-vous des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Subvention en faveur de la jeunesse et de la petite enfance pour l'année 2017. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Je suis trop prêt. Donc les subventions, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 avril, donc on arrive à une somme de 1120 € répartie donc de la sorte avec 500 € pour les Amis du Scoutisme, la Cicadelle 220, Marie Poppins 200 et Z-Ocas des Fripouilles 200 €. Remarques ou questions? Z-Ocas, pardon. La langue à fourcher. Remarques, questions? Oui, on va le voter parce que M. Charpentier ne coûte pas très cher, donc ça va. Dis donc, l'urbanisme, on n'est pas prêt d'avoir des votes. Bon, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Subvention et convention avec l'association Le Campus. C'est le même Monsieur Charpentier. Aïe, aïe, aïe. Vu le montant. Là, c'est sûr. Donc, la subvention pour le campus, donc vu le Code général des collectivités territoriales, donc vu l'avis favorable de la Commission de la jeunesse et de la petite enfance du 20 mars 2017, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention d'un montant de 91 800 €, sachant qu'il y a déjà un montant fixe. Voilà, 91 800 €. Donc c'est 90 000 € plus les 1 800 €. Donc approuve les termes de la convention et vous avez l'ensemble du détail de la convention en annexe 7. C'est un peu plus cher. Des remarques ou des questions? Oui, non, ça coûte un peu plus cher, effectivement, mais on est loin de ce qui avait été donné il y a 2 ans, où on était à près de 110 000, je crois. Oui, 100 000. 100 000. Où il y avait eu les réductions. Ben oui. Comme tout le monde. Hein. Très bien, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Je ne prendrai pas part au vote, et Fabienne non plus. Bon, alors, oui, mais ça fait rien. Pour les autres, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Voilà, donc à l'unanimité, avec la limitation donc des personnes qui ne prennent pas part au vote.
Ensuite, nous avons plusieurs délibérations donc, concernant la gestion du personnel. Nous allons donc aborder les nouvelles dénominations de grades suite à la mise en œuvre des parcours professionnels, carrières et rémunération qu'on appelle les PPCR au 1er janvier 2017. Nous attendons la voix suave de Madame Simonet pour nous en parler. Merci, Monsieur le maire. Bon, je ne vais quand même pas tout vous lire, hein, même pour entendre ma voix suave. Alors, vous aurez remarqué dans le tableau qu'il y a déjà une égalité maintenant entre les adjoints techniques et les adjoints administratifs. La différence entre les anciens cadres d'emploi et les nouveaux, donc l'adjoint administratif deuxième classe est supprimé, l'adjoint administratif première classe également. Donc maintenant, il reste adjoint administratif principal de deuxième classe, adjoint administratif principal de première classe. Donc à la place de tout ce des 4 qu'il y avait avant. Et la même chose du coup pour les adjoints techniques et pour les adjoints d'animation. Donc une véritable homogénéité, ce qui est vraiment pas un mal, parce que c'était un petit peu compliqué. Donc ceci dit, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les nouvelles dénominations des grades telles que je vous les ai présentées, autorise Monsieur le maire ou moi-même à prendre et à signer les arrêtés correspondants, dit que le tableau des effectifs sera mis à jour ultérieurement pour tenir compte de ces modifications et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents concernés seront inscrits au budget chapitre. Bien. Bien, c'est la loi. Hein. Donc, y a-t-il des interventions ou des remarques? Non. Qui est contre la loi? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Donc, merci. Création d'un poste d'adjoint administratif. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre d'une procédure de reclassement pour inaptitude physique, un agent inapte à accomplir les fonctions liées au grade d'adjoint technique à temps non complet 2765 35e doit être reclassé sur un grade d'adjoint administratif. Ce reclassement se fait par voie de détachement pour une durée d'1 an. À l'expiration de cette période, la situation de l'agent sera réexaminée par le comité médical qui statuera sur une réintégration dans le cadre d'origine, un renouvellement de détachement pour une période d'1 an, une intégration dans le cadre d'emploi de détachement. La demande de reclassement a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire réunie le 26 septembre 2016. Aucun poste d'adjoint administratif n'étant vacant et considérant que les missions proposées, il est nécessaire d'en créer un à temps non complet 30-35e. Une vacance de poste devra être déclarée auprès de notre centre de gestion. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint administratif à temps non complet 30-35e, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants et dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012. Donc c'est pour le reclassement de la personne qui travaillait avant à Plaisance, donc qui s'occupait entre autres du ménage, qui maintenant est à la police municipale. Donc voilà. Elle fait le ménage d'une autre manière. Avez-vous des questions, des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Création d'emplois saisonniers. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc une délibération que nous prenons tous les ans, puisqu'il s'agit en effet, pour les mois de juillet et août, de recruter du personnel pour le centre de loisirs. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création des emplois saisonniers suivants: 16 emplois saisonniers maximum pour le mois de juillet, 16 emplois saisonniers maximum pour le mois d'août, en fonction des effectifs, pour le centre de loisirs. Motif de recours, article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Durée des contrats sur la période du 10 juillet 2017 au 1er septembre 2017.
temps de travail vacataire sur une base de 9 heures par jour, nature des fonctions animateur, niveau de rémunération. Les animateurs ainsi recrutés percevront une indemnité journalière calculée sur la base 1/30e traitement brut mensuel correspondant à l'indice brut 347, indice majoré 325 selon les critères suivants. Donc je ne vous lis pas le tableau, vous avez les critères. Et je tourne la page pour la suite. Les agents recrutés percevront 10% de leur salaire de base correspondant au congé payé. J'ai raté quelque chose? Non. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les contrats de recrutement correspondants. Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-dessus créés seront inscrits au budget chapitre 012. Donc comme d'habitude, essentiellement animateurs titulaires BAFA, animateurs stagiaires et mini-camps. Voilà, on le prend tous les ans. Hein. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 23e délibération, création de 7 postes dans le cadre du dispositif contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans les emplois CUI-CAE. Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc ces emplois, je ne vais pas tout vous lire non plus, donc c'est pour remplacer les contrats à venir qui sont arrivés à échéance. Donc nous avons depuis les premiers contrats en effet qui étaient de 3 ans sont arrivés à échéance. On ne peut plus reprendre de contrats à venir dans l'immédiat. Peut-être que ça reviendra, mais bon, élection oblige, ce n'est pas prévu. Donc du coup, on est parti sur des contrats CUI, CAE, donc toujours contrats aidés. La différence, alors on a 7 contrats à venir qui s'arrêtent et donc là on va repartir sur ces contrats-là. La différence, c'est que autant les contrats à venir c'était 35 heures, autant les contrats aidés, là on est sur du 26 heures maximum, quoi. Donc voilà, donc on est obligé d'en prendre un de plus. Des remarques ou des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Création de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections politiques présidentielles et législatives 2017. La parole est à Madame Simonet. Donc ça, c'est comme à chaque fois pour les élections. Considérant que les travaux supplémentaires effectués par les agents territoriaux lors de consultations électorales peuvent être rétribués de 3 manières différentes, soit en récupérant le temps de travail effectué, soit par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents éligibles au IHTS, soit pour les autres par la perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection prévue à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié. Les agents titulaires et non titulaires non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent se voir allouer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Le montant de l'indemnité complémentaire pour élection est calculé dans la double limite d'un crédit global qui correspond au 12e du taux moyen de l'IFT. C'est super. Non, mais c'est bien les délibérations sur le personnel. Au taux moyen de l'IFTS des attachés territoriaux affectés du coefficient moyen de l'IFTS des attachés de la collectivité par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d'octroi de l'indemnité pour élection, soit pour la collectivité, 1091,71 € divisé par 12 et multiplié par 6,74 et multiplié par 4, c'est merveilleux, 2452,71 €. D'un montant individuel maximum qui ne pourra pas excéder le quart du montant moyen de l'IFTS des attachés territoriaux, soit 1091,71 € multiplié par 6,74 et divisé par 4, 1879,53. Lorsque le scrutin donne lieu à 2 tours, l'indemnité est versée pour chaque tour. Cette indemnité peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte de jours d'élection. Donc ça fera 4 fois, cette année. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 avril 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, institue l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections présidentielles et législatives 2017, selon les modalités sus-définies, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à l'occasion des élections politiques, présidentielles et législatives, qui se dérouleront en 2017, et à signer les arrêtés correspondants.
dit que les crédits nécessaires seront affectés toujours au chapitre 012. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les calculs. Hein, ils étaient au moins 5 énarques pour nous faire ça. Avez-vous des remarques et des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Recrutement d'un service civique. Donc, M. Benin étant absent, je vais vous le traiter. En fait, bon, vous savez que les services civiques sont une possibilité donc d'un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois pour des gens qui sont de 16 à 25 ans sur des domaines qui sont des domaines qui ne sont pas normalement pourvus par des postes qui sont prévus dans les statuts territoriaux pour ce qui nous concerne. On a remarqué que aujourd'hui pas mal de personnes étaient quand même perdues dans les démarches administratives qui devaient se faire, en particulier sur les nouvelles possibilités qui étaient données, qui étaient obligatoires pour les collectivités, par exemple dans les démarches des cartes d'identité nationale, sur les démarches des passeports, j'en oublie. Déjà essentiellement ça, hein, parce qu'en plus on peut passer par Internet, il y a des choses à pré-remplir, etc. Et les gens ils sont un petit peu perdus. Et donc on a pensé qu'un jeune contrat civique pourrait tout à fait aller dans ce sens-là. Donc c'est ce qui vous est proposé, hein, c'est de lancer ce contrat civique aux conditions qui sont des conditions habituellement donc donné au service civique, hein, dont vous avez le détail dans la délibération. Et il faudra bien sûr qu'il y ait un tuteur. Donc ce tuteur se fera du côté élu par monsieur Bonin et sera suivi par les services de l'état civil en particulier. Voilà, donc ce qui vous est demandé, c'est d'autoriser moi-même ou Madame Simonet à effectuer le recrutement d'un service civique pour la mission d'accueil et d'accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives à compter du 9 mai 2017, de nous autoriser à signer le contrat d'engagement de service civique de la convention et de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales, et de nous autoriser à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'indemnité complémentaire à hauteur de 7,43% de l'indice 244, soit 107,58 € net par mois pour la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport. Il y a bien sûr des compléments qui sont donnés par l'État. Des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Dernière délibération, donc fixation des indemnités de fonction de maire, des adjoints, de conseillers délégués, actualisation. Alors ça c'est un truc tout bec qui vient des PPCR qu'on a voté tout à l'heure, puisque en fait, si vous voulez, les indemnités des élus sont basées sur l'indice brut terminal de la fonction publique. Or, cet indice brut terminal a changé, il est passé de 1015 à 1022. Donc, toute cette délibération, pour dire tout simplement qu'on l'adopte, ces fixations d'indemnité, sur l'indice brut terminal de la fonction publique, hein, tel que c'était fait. Alors, le petit truc, c'est que on a pris une délibération en départ en disant que c'était un indice brut terminal de 1015. En fait, là, on ne met que l'indice brut terminal, parce que s'il y a encore des modifications, ce n'est pas la peine d'y revenir, hein, puisque c'est une modification qui existe en fait dans toutes les collectivités et qui sont aujourd'hui et qui forcent aujourd'hui dans toutes les collectivités à prendre cette délibération. Je vous rappelle que, par exemple, on l'a voté dernièrement à l'unanimité sur la communauté de communes. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions à poser là-dessus? Juste... Moi, je trouve ça dérangeant à chaque fois qu'on puisse réévaluer sur des indemnités et pas sur un travail. Parce que vous pensez que c'est pas un travail? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux vous assurer que c'en est ça. C'est pas ce que j'ai dit, mais on parle bien d'indemnité et pas de salaire. D'accord. C'est légèrement gênant. Bon, alors, effectivement, à quoi ça correspond, je vous pose la question.
Qu'est-ce que ça correspond en évolution? Oh, ça va représenter quoi 15, 20 euros par repas? Même pas 10 euros par mois? Ça va. 8 euros. Alors, vous voyez, C'est juste pour la symbolique, je pense qu'avec il y en a qui ont fait le calcul. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on aurait pu attendre, ou le faire plus tôt dans ce cas-là. Non. Ou le faire plus tôt. Oui. Oui. Mais on est obligé de le prendre du fait du PPCR. Donc, Mais je sais, on ne pouvait pas plus tôt ni plus tard, on est obligé de le prendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis sur l'indemnité. Ce qui nous dérange, c'est plus par rapport au contexte, c'est bien évidemment pas interne à Luçon. C'est le contexte qu'à un moment donné, bon, voilà, ça pose quand même question. Même si c'est pas des sommes affolantes. Non. Le point d'indice des fonctionnaires a été longtemps gelé. Bon. Voilà. Non, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça idiot. Bon, mais voilà, Duralex, c'est de l'ex. On n'ira pas chercher jusqu'au fait que c'est une incidence sur 2017. Mais enfin bon, voilà, ils auraient pu le faire autrement. Vous parlez du PPCR? No comments. Mais pour une fois, je pense qu'on est d'accord. Nous sommes dans la période de réserve des élections, donc nous n'irons pas plus loin. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Nous sommes arrivés donc au bout de ce conseil municipal, et donc je le déclare clos. Et je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.